Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser de très près aux idées fascinantes d'un livre, celui d'Olivier Chambon, L'éveil psychédélique. Et attention, soyons clairs tout de suite, on ne va pas parler de drogue au sens où on l'entend d'habitude. Non, ce qui nous intéresse ici, c'est une exploration de la conscience, avec un grand C. Et surtout, de comment certaines substances pourraient bien être des sortes de clés pour ouvrir des portes sur notre perception de la réalité. Ok, pour bien comprendre, il faut partir de la métaphore centrale du livre. C'est vraiment la clé de tout. Chambon nous dit qu'il y a en fait deux types de conscience. D'un côté, il y a la conscience avec un petit c. Ça, c'est notre petit moi, notre ego de tous les jours. Il l'imagine comme un tourbillon dans l'eau. C'est agité, ça tourne en rond, c'est centré sur soi-même et c'est temporaire. Et puis de l'autre côté, il y a la conscience avec un grand C. Et là, l'image change complètement. C'est l'océan. Vaste, profond, universel, la source de tout. Notre petit tourbillon, en fait, il n'est qu'une petite manifestation passagère au sein de cet immense océan. La question, bien sûr, c'est comment on fait pour passer du tourbillon à l'océan? Comment on sort de notre petite bulle? Eh bien, c'est là que cette citation d'Olivier Chambon est éclairante. Il dit que les psychédéliques sont à l'étude de la conscience, ce que le microscope est à la biologie ou le télescope à l'astronomie. C'est une image très forte. Ça veut dire qu'on ne parle pas de substances pour s'amuser ou pour s'évader. Non, on parle d'outils, de véritables instruments scientifiques en quelque sorte, pour observer quelque chose d'infiniment grand ou d'infiniment profond, l'esprit lui-même. Alors voilà un peu le programme de notre exploration. On va d'abord bien poser la différence entre ces deux consciences. Ensuite, on verra qu'on peut carrément cartographier ce monde intérieur. Ça nous poussera à nous poser une question vertigineuse. La conscience est-elle fondamentale? Puis on passera au concret, comment naviguer ces expériences en sécurité. On verra aussi les liens incroyables avec les états mystiques et les changements que ça peut amener dans la vie. Et on finira sur une question plus large, une question de société, le droit d'explorer. Donc revenons à cette idée de passer du tourbillon à l'océan. Comment ça marche concrètement? Eh bien, l'idée avancée par Chambon, c'est que certaines substances peuvent en quelque sorte baisser le volume des zones du cerveau qui gèrent notre ego, notre petit moi. C'est un peu comme si le chef d'orchestre habituel, celui qui dit tout le temps « moi, moi, moi », se mettait en pause. Et en faisant ça, ça libère la conscience de ses filtres habituels et ça peut permettre de faire l'expérience de cette grande conscience, de ressentir cette connexion avec quelque chose de bien plus vaste. Alors, quand on parle de plonger dans l'océan de la conscience, on pourrait s'imaginer un truc complètement chaotique, un grand n'importe quoi. Mais ce que le livre explique, c'est que c'est tout le contraire. En fait, il existerait une sorte de carte de ce monde intérieur, une géographie de l'esprit, si on veut. C'est une réalité qui a sa propre structure, avec différents niveaux. C'est pas juste un délire, c'est un véritable territoire à explorer. Et justement, cette carte, elle se décompose en 3 grands niveaux. Le premier, c'est le niveau personnel. Là, on plonge dans sa propre histoire, dans son inconscient. On peut revisiter les souvenirs oubliés, des expériences qui nous ont construits. C'est un dialogue avec le petit moi. Ensuite, si on va plus loin, on atteint le niveau transpersonnel. Là, ça dépasse notre histoire perso. On peut toucher à des archétypes, des symboles universels, des choses qui appartiennent à l'inconscient collectif. Et enfin, tout en haut, il y a le niveau mystique. C'est l'expérience ultime. Le tourbillon se dissout complètement dans l'océan. C'est la fusion avec la source. Forcément, quand on explore une telle carte, ça nous amène à une question, mais une question immense, qui remet en cause beaucoup de choses. Aujourd'hui, la science classique nous dit « le cerveau, c'est comme une usine qui fabrique de la conscience. C'est la matière qui crée l'esprit. » Mais le livre pose la question inverse. Et si c'était l'inverse? Si la conscience existait d'abord, partout, comme une sorte de champ? Et si notre cerveau n'était en fait qu'une antenne, un poste de radio qui capte cette conscience et la filtre pour nous donner notre réalité de tous les jours? Et ce qui est absolument dingue, c'est que cette idée, qui peut paraître très New Age, eh bien, elle est partagée par certains des plus grands cerveaux de la science. Chambon nous le rappelle en citant par exemple Max Planck, rien de moins que le père de la physique quantique. Et Planck disait, je cite, « Je considère la conscience comme fondamentale, je considère la matière comme dérivant de la conscience. » C'est énorme venant de lui. Et il n'est pas le seul. Prenons le physicien James Jeans. Il disait que l'univers commence à ressembler davantage à une grande pensée qu'à une grande machine. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que l'esprit, la pensée, ne serait pas juste un petit bug apparu par hasard dans un univers mécanique, mais peut-être sa nature même. C'est un changement de paradigme complet. Et un dernier pour la route, John Wheeler, autre géant de la physique, qui disait « Mon impression est que tout est fait d'information. » Et là, on boucle la boucle. Parce que si tout est information, et que l'information n'est qu'une forme de conscience, eh bien on arrive pile au cœur de l'idée défendue dans le livre. Une idée qui, on le voit, est loin d'être farfelue quand on regarde qui l'a soutenue. Bon,
Ok, on a parlé de grands concepts, d'océans de conscience, mais revenons sur Terre. La question qui se pose, c'est comment on navigue là-dedans en toute sécurité? Parce que ce sont des outils puissants. Et là-dessus, le livre est très clair et insiste sur une distinction absolument fondamentale. Les psychédéliques ne sont pas des drogues comme on les imagine. Ce tableau montre bien la différence. D'un côté, les drogues classiques, elles agissent souvent sur la dopamine, le circuit de la récompense et donc de l'addiction. L'intention, c'est souvent l'évasion, une fuite de la réalité, et ça peut mener à l'isolement. De l'autre côté, les psychédéliques, ils agissent très peu sur ce circuit de la dopamine. L'intention, c'est pas l'évasion, c'est l'exploration, la thérapie. Le but n'est pas de fuir la réalité, mais au contraire de la percevoir plus profondément. Et le résultat, c'est souvent plus d'empathie, plus de connexion. On voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, si la sécurité ne vient pas de la substance elle-même, d'où vient-elle? Eh bien, la réponse, et c'est un point absolument crucial, tient en deux mots, le set et le setting. Le set, c'est l'état d'esprit, dans quel état on est, quelles sont les intentions, c'est le bagage intérieur qu'on amène. Le setting, c'est le cadre extérieur, l'environnement. Est-ce que c'est un endroit sûr, calme, bienveillant? Et au milieu de tout ça, il y a le guide, l'accompagnateur. C'est lui le fil d'Ariane, celui qui tient la corde pour nous aider à nous repérer dans ce labyrinthe intérieur et à revenir sans encombre. Maintenant, on va aborder un des aspects les plus fascinants de tout ça. Le livre affirme quelque chose de très fort. Les expériences vécues dans un cadre contrôlé avec ces substances sont souvent indiscernables des expériences mystiques spontanées, celles que décrivent les sages, les saints, les mystiques de toutes les traditions, depuis la nuit des temps. Et regardez cette comparaison, c'est frappant. Elle se base sur les critères de l'expérience mystique définis par le philosophe W.T. Stace. Le sentiment d'accéder à une connaissance vraie, authentique, check, dans les deux cas. Des émotions de joie, de paix, d'amour, check. Le sentiment que tout est sacré, pareil. L'impression d'unité, de faire partie d'un grand tout, oui. La transcendance de l'espace et du temps, encore oui. Le fait que ce soit indescriptible, paradoxal, toujours. C'est la même partition qui est jouée. C'est comme si ces expériences, qu'elles soient provoquées ou spontanées, ouvraient la porte sur le même paysage intérieur. Et le point le plus important, c'est que ce n'est pas juste une expérience intense qu'on oublie le lendemain. Loin de là. Le livre insiste beaucoup sur les changements positifs et durables que ça peut entraîner. On parle d'une meilleure qualité de vie, de retrouver un sens à son existence, plus de patience au quotidien, une meilleure connexion à qui on est vraiment, au fond, et ce sentiment très fort d'être connecté à la vie, avec un grand V. Ce ne sont pas de simples voyages, ce sont de véritables catalyseurs de transformation. Alors, après avoir vu tout ça, la distinction entre conscience et conscience, la carte de ce monde intérieur, les liens avec la physique fondamentale et les états mystiques, eh bien, on arrive inévitablement à une dernière question. Une question qui n'est plus seulement personnelle ou scientifique, mais qui est une question de société. Une question provocatrice qui nous concerne tous. La voici, cette question. Avons-nous un droit inaliénable à explorer notre propre conscience? C'est simple, c'est direct. Si ces outils, quand ils sont utilisés de manière responsable, dans un cadre sécurisé, peuvent mener à une meilleure connaissance de soi, à de la guérison, à une forme de spiritualité, sur quelle base peut-on justifier de les interdire? Le livre ne donne pas la réponse, il se contente de poser la question. Et pour finir, une citation un peu comme un coup de poing de Terence McKenna. Il disait « Si les mots vie, liberté et recherche du bonheur n'incluent pas le droit d'expérimenter avec sa propre conscience, alors la déclaration d'indépendance ne vaut pas le chanvre sur lequel elle a été écrite. » C'est une phrase qui fait réfléchir. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur cette exploration fascinante proposée par Olivier Chambon, qui nous invite finalement à questionner les frontières entre notre esprit, la matière et notre propre liberté.